Bonjour, aujourd'hui on va plonger dans un texte vraiment particulier, le livre du royaume révélé. Attention, ce n'est pas une histoire classique, il se présente plutôt comme un manuel, un guide pratique pour créer consciemment sa réalité. Allez, on décortique ça ensemble. Dès le début, le ton est donné. Le texte ne demande pas d'être cru sur parole. Pas du tout. En fait, il invite à une expérience. L'idée, c'est que les concepts eux-mêmes sont comme des fréquences de réalignement, des outils vibratoires conçus pour recalibrer notre perception. On est moins dans la lecture que dans le ressenti. Un rappel, d'accord, mais un rappel de quoi? D'un pouvoir qu'on aurait oublié. Le livre se voit comme un manifeste pour ce qu'il appelle le vivant. C'est donc pas une fiction à consommer passivement, mais plutôt un miroir qu'on nous tend pour réveiller une capacité innée qui serait, d'après le texte, simplement endormie. Alors, avant même d'entrer dans le vif du sujet, l'auteur, qui se fait appeler l'architecte, pose des règles du jeu très claires. Et ça, c'est un point vraiment crucial, parce que ça définit complètement la posture à avoir en lisant ce texte. Ce qui est frappant ici, c'est le rejet total de toute forme de dogme. Le texte insiste sur une responsabilité radicale, intégrale, pas de sauveur, pas de maître à suivre. On est le seul souverain à bord. Même les symboles comme le lion pour l'action ou le corbeau pour l'observation sont présentés comme des clés, des outils pour activer notre propre intuition, et surtout pas comme des idoles à vénérer. On en arrive maintenant au cœur de la philosophie du livre. Il y a une dualité fondamentale, mais ce n'est pas le bien contre le mal. Non, il s'agit de deux états de conscience bien distincts. La distinction est très nette. D'un côté, il y a l'homme, qui est décrit comme un état de sommeil, un état où on subit la réalité, où on est en mode survie. Et de l'autre, on a le vivant, qui représente l'état éveillé, celui de l'architecte qui crée sa vie de façon délibérée. Il ne cherche plus à survivre, il cherche à manifester. Et le passage de l'un à l'autre, nous dit-on, est un choix conscient. Et cet équilibre du vivant est super important. Il n'est pas seulement dans l'action brute, symbolisée par le lion, il est aussi dans l'observation fine, la perception des courants invisibles, qui est incarnée par le corbeau. C'est vraiment l'union de la force et de la sagesse, de l'action et de l'intuition. Bon, la question qu'on se pose, c'est comment on fait pour passer de l'état d'homme à celui de vivant? Eh bien, le livre propose un outil principal, une technologie qu'il décrit comme primordiale. Ici, on touche à un concept clé, le Kalimanour, ou le verbe de lumière. Le langage n'est pas vu comme un simple moyen de communiquer, mais comme l'algorithme même de la création. Chaque mot, chaque pensée est une instruction qu'on envoie à l'univers. C'est une sorte de programmation de la réalité, qu'elle soit consciente ou non. Et ce processus se déroule en 3 temps. D'abord, la vibration pure, le son. Ensuite, l'intention qui vient charger ce son de sens et de pouvoir. Un mot qui n'est pas ancré dans une conviction, c'est juste un son vide. Et enfin, l'écho, l'univers qui agit comme un miroir, renvoie la manifestation de ce qui a été émis. C'est une vision très directe de la loi de cause à effet appliquée à nos pensées. L'idée qui se dégage, c'est celle d'un savoir presque ancien, une sorte de magie opérative. Maîtriser ce verbe de lumière, ce n'est pas juste une technique de pensée positive, c'est bien plus, c'est reprendre activement les rênes, transformer le chaos ambiant en un cosmos personnel. Cette citation, elle résume tout, elle est hyper puissante. L'individu éveillé n'est plus celui qui réagit au monde, mais celui qui l'initie. Sa parole devient acte créateur. D'accord, mais comment ces principes s'appliquent-ils dans notre monde actuel? C'est une bonne question, parce que le texte ne reste pas perché dans une abstraction mystique, il est très ancré dans le présent. Et voilà la question centrale de cette partie. Comment rester souverain au milieu de cette matrice d'informations? Comment garder le cap dans cet environnement saturé de distractions, d'infos, de manipulations? La réponse que le livre propose, c'est la cybergnose. C'est l'art d'étendre sa souveraineté à l'espace numérique. Il s'agit de naviguer dans cette matrice, non pas en consommateur passif, mais en navigateur conscient, qui sait discerner, filtrer et surtout maintenir son propre alignement intérieur au milieu de tout ce bruit constant. On arrive à la finalité de toute cette démarche. Quel est le but ultime de cet éveil, de cette maîtrise? Où est-ce que ça nous mène? Le point qui est vraiment essentiel à comprendre ici, c'est que cet héritage royal n'est pas matériel. Il ne s'agit pas de richesse ou de pouvoir sur les autres. Non, c'est une puissance intérieure, la reconnaissance et l'activation de sa propre capacité à être un co-créateur conscient de sa vie, en harmonie avec les lois de l'univers. En fait, on revient au point de départ, mais avec une conscience totalement transformée. On n'est plus une simple pièce sur l'échiquier. On reconnaît sa nature d'architecte. La boucle est bouclée, de l'individu endormi qui subit, au vivant qui conçoit et qui manifeste. Et le livre se termine en nous laissant face à cette interrogation vertigineuse. Puisque l'univers est un miroir, quelle image choisit-on de lui renvoyer? Si nos pensées et nos paroles façonnent le reflet qu'on perçoit, alors la responsabilité est totale. La question n'est plus « que va-t-il m'arriver ?», mais bien « qu'est-ce que je choisis de projeter ?» Une pensée puissante pour terminer.